On repart les amis. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose après la brillante démonstration de Jean-Christophe? C'était dans l'idée de Jean-Christophe, c'est qu'en fait, moi je ne suis pas très à l'aise avec cette segmentation actuelle des gentils et des méchants. Donc vous êtes les gentils, vous êtes dans le camp de la raison, et puis si vous n'êtes pas dans ce camp-là, vous faites partie des méchants. T'as raison. Petite posture pour un peu fermer le débat, pour verrouiller le débat, pour disqualifier l'adversaire. Alors pour un deuxième tour, l'affaire est pliée et très bien, on gagne les élections. Mais je pense que la société, c'est pas qu'une histoire d'élection, c'est aussi à un moment donné de co-construire le futur ensemble, de débattre ensemble. Et je trouve que là, pour le coup, pour utiliser le terme qui est assez à la mode, inclusif, c'est pas très inclusif. Mais tu as parfaitement raison. C'est-à-dire, en plus, quand tu dis camp de la raison, mais l'autre est déraisonnable. Mais oui, voilà, donc on ne peut plus débattre. On ne peut pas débattre. Donc vous êtes, et là tout de suite on met les mots extrême droite, fasciste, etc. Non, je ne suis pas certain que soit fasciste celui qui habite à 20 km de Guéret et qui a besoin de sa voiture, qui a une vision de son monde où il n'y a plus de poste et tout ça. Il a juste besoin d'être entendu. C'est pas une question d'être déraisonnable. Donc à un moment donné, on peut pas débattre, on peut pas construire. Et puis là-dessus vous mettez des réseaux sociaux qui deviennent un peu extrêmes et puis à ce moment-là on a l'explosion et puis ça se termine en manif, etc. Mais c'est un peu basique comme façon de segmenter et je suis pas sûr que on y gagne tous collectivement. Quoi. Ouais. Brillant. Un mot, parce qu'il faut qu'on... C'est juste pour dire que là, pour le coup, je ne partage pas cet avis-là. Ça alors pour avoir fait un petit peu de politique, autant vous dire que lorsque vous avez ce genre de camp, des deux côtés, je ne choisis pas, techniquement, à partir du moment où vous les prenez dans les phares sur des choses très concrètes, l'Europe, l'impact de sortir la France de l'Europe du jour au lendemain, les dévaluations monétaires, des vrais sujets sur lesquels ils sont totalement à côté de la plaque, d'un côté comme de l'autre, vous prenez dans les dents, c'est votre faute, le déclin. Donc je partage pas votre avis. Ouais, J'ai pas compris, Stéphane. Non, en gros, si tu... Il y a fond et forme. En fait, Il y a fond et forme. Zemmour est un cas très particulier parce qu'il faut s'en méfier, puisque lui, pour le coup, c'est une posture, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi, à beaucoup plus de recul. Mais si tu débats avec une extrême gauche et une extrême droite locale, comme ça a été mon cas à une époque quand j'étais plus jeune, à partir du moment où tu essaies justement d'accepter la démocratie, même si je ne le partage pas, mais que tu leur donnes justement une tribune, Vas-y. exactement ce qu'on est en train de se dire, ne pas les enfermer dans un camp, ne pas les ostraciser, leur donner la parole pour montrer finalement quel est le réel niveau de leurs compétences et de ce qu'ils feraient si, dès qu'ils sont pris dans les phares et qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, qu'ils n'arrivent pas à développer un raisonnement, parce que je vous le cache pas, dans 50% des cas, ils ne sont pas bons sur ces sujets-là. C'est eux qui ramènent la notion. Mais c'est ce qui s'est passé sur le retrait de l'euro. Non, mais c'est ce qui s'est passé sur le retrait de l'euro. Le Front National, à un moment, s'est trouvé dans un corner et a abandonné l'idée de sortir de l'euro. Complet. Donc, c'est bien la preuve qu'il faut se confronter à eux et ne pas arriver comme le camp de la raison. Ça veut dire tout ce que tu vas dire de toute façon est disqualifié. Si tu dis je suis le camp de la raison, c'est-à-dire que tu penses que ton adversaire est forcément... Est-ce que cette époque-là a fait une transition entre père et fille? Ça a changé le niveau du Front National? Non. Donc en fait, c'est juste qu'il faut arrêter. C'est un point de vue, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a des gants de gens. C'est pas décliniste. Il n'y a pas de notion de décliniste, de raison ou pas. Il y a une notion, et c'est pour ça que j'ai trouvé que le président, et c'est pas forcément, je vous dis, c'est impartial ce que je dis. Il utilise un mot qui n'est pas de rationalité, parce que ça peut être un peu. Ça peut être un petit peu... C'est un peu sale, ça. Ouais, c'est lucidité qu'il utilise. Il faut être lucide. Ça ne veut pas dire qu'il y en a des biens et des méchants. Oui, il dit un peuple lucide, mais je citais son porte-parole, Clément Beaune, qui disait vraiment le camp de la raison. Puis ça a été... Non, mais ça, je partage moi. Non, t'étais un, je te voyais bien, UDF. Non, moi j'étais plutôt bordelais. Tu vois, moi j'ai toujours été bordelais, je suis bordelais. Et donc bien mon maire de Bordeaux. Girondin. Girondin. Voilà, j'étais Girondin. Voilà, centralisation. On a fait le tour, on passe à Apple. Alors, ça m'intéresse. Vraiment, votre sentiment. Donc, on a vraiment deux... D'un côté, donc on a le gars, ils ont créé un centre commercial exceptionnel, voilà, on va dire ça comme ça. Centre commercial exceptionnel, grande sécurité, énorme innovation, et oui, ça a un prix, voilà. Et puis d'un autre côté, d'autres qui disent non, vous êtes dans une situation de monopole inqualifiable, vous signez des contrats léonins avec des petites boîtes qui sans vous n'ont aucune chance d'exister, et donc il faut casser ça. Nicolas, pour le coup, si tu avais continué du jeu vidéo, tu aurais été au cœur du truc, puisque... Alors, il faut redonner quand même, il y a un sacré... Il y a une loi en Corée du Sud donc, qui vient d'être passée en première lecture pour casser le fonctionnement de l'App Store. Il y a une enquête en Inde, au Japon. Il y a aux États-Unis donc le procès Epic Games. On est dans les jeux vidéo dont le jugement est incessant, qui doit arriver dans les prochains jours. Et il y a une plainte pour abus de position dominante en Europe lancée par Spotify. Alors, en fait, personne ne nie le rôle du magasin.
Ça, il est acquis, il est en place. Le vrai sujet, c'est l'obligation de mettre le paiement du magasin dans son application et le taux de commission qui va avec. Exactement. Alors, le taux de commission, le sujet. Voilà. En réalité, oui. Puisque s'il n'y avait pas une telle commission, il n'y aurait pas un sujet avec l'obligation. Donc, en fait, au tout début, c'est parti sur 30%. Ce serait toujours intéressant de savoir d'où est venu le 30%, parce que c'était un peu la norme chez les opérateurs. Et dans les 30%, il y a le coût du paiement, il y a le support technique, de pouvoir avoir une app de qualité, etc. Et puis, ce qui était vraiment mis beaucoup en avant, c'était le marketing. Je vous donne accès à une base de consommateurs, on va vous pousser et vous allez tout de suite avoir des quantités de clients. Alors, pour des applications qui ont démarré très vite, genre les applications de Gameloft à l'époque, c'était du jeu vidéo. Gameloft. Jeu vidéo, on récupérait beaucoup de clients et donc payer 30% pour avoir tout de suite du jour au lendemain une base, ça valait le coup. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des millions d'applications, donc il reste le paiement. Ça y est toujours, mais à la limite, vous utilisez la carte bancaire, c'est 1 point, 2 points, enfin, c'est pas 30 points. C'est le support technique, effectivement. Quand vous téléchargez une app, elle fonctionne, donc il y a quand même du suivi, il y a de la validation. Mais bon, ça c'est peut-être 2, 3, 4 points et pas beaucoup plus. Mais sauf que vous êtes perdu dans une immensité d'apps. Donc, il faut que vous fassiez votre propre marketing pour émerger. Ouais. Et quand vous vous appelez Spotify, vous vous appelez Epic, et vous mettez des millions et des milliards de bannières, etc., pour pouvoir émerger, et que vous y arrivez, et que vous continuez à payer la dîme à Apple pour finalement un service qui n'est pas vraiment rendu, c'est là où le système bug complètement. Et donc, en fait, on sera passé d'un système en réalité très privé, qui est un système de commerce inventé par Google et Apple, en réalité, aujourd'hui, pratiquement à une espèce de service public, puisque vous allez... Mais oui, mais là où je ne comprends pas, Nicolas, Spotify, prenons Spotify par exemple. Spotify, il n'y a plus sa notoriété à faire. Donc, sors de l'App Store. Alors... Oui, mais sauf qu'en fait, on parlait de zéro couture tout à l'heure. Quand je télécharge mon app, je suis sur mon app, là où je vais consommer en réalité ma musique, puisque c'est sur mon téléphone que je fais principalement, et qu'il faut que j'aille sur mon PC pour payer avec ma carte bancaire, alors que je pourrais le faire directement depuis mon app, et en cliquant sur un bouton. En réalité, une grande partie des consommateurs, c'est ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ça coûte à Apple, ça coûte à Spotify de faire de la pub sur l'Internet mobile, de ramener son trafic, et puis en plus de payer une commission tous les mois, puisque c'est de l'abonnement, même s'ils ont changé les... Maintenant, quand vous avez des abonnés long terme, ils ont changé le pourcentage, mais en fait, ça continue à coûter très cher. Et puis même quand vous êtes une app assez puissante, et ça c'est une histoire de communication, vous ne pouvez pas discuter avec Apple, vous discutez avec une interface. Mais oui, mais... Oh, pas Spotify. Spotify a ses milliards, on peut se permettre. Mais quand vous êtes plus petit, je vous promets. Quand vous êtes plus petit, c'est ça. Il n'y a plus personne. Non. Il n'y a plus personne. Non. Stéphane. Je suis très partagé sur. Moi aussi. Dès qu'on touche de toute façon au GAFA dans tous les sujets. Sur tous les sujets, je suis hyper. Mais restons là parce que. Alors, Apple, je suis partagé sur Apple. D'abord parce que je suis un gros consommateur d'Apple. Donc je suis tombé dans la secte très vite et je me suis laissé enfermer dans le système Apple où en fait. Je résume ça. Mais tu t'es laissé enfermer, c'est-à-dire, Stéphane, parce que tout était mieux. Point. Enfin, t'as considéré, moi non, par exemple, mais t'as considéré que tout était mieux. Non, tout n'était pas mieux. Il y a un moment donné où après les Galaxy, toute la galaxie des Galaxies de Samsung est devenue au même niveau que les iPhones. Alors, on est d'accord, peut-être il y a 15 ans. Eh ben, sors. Non, justement, je te dis, c'est de mon plein gré, mais je suis tombé dans la secte et j'ai pris cette conscience pas très loin d'ici sur les Champs-Élysées quand je suis allé m'acheter pour la première fois les AirPods sans fil et qui sont donc les seuls qui marchent avec le téléphone et j'ai vu le prix et je me suis dit ah là, chapeau. Voilà. Donc je suis embêté, pourquoi ? Parce que le libéral que je suis est tout de suite frustré dès que j'entends dire qu'il va falloir réguler, imposer. Apple était là, ils ont tout inventé, tant mieux pour eux, mais il y en a qu'un autre qui doit arriver et qui doit à un moment donné le bouger. Le problème, c'est est-ce que ça n'est pas trop tard. Donc le libéral, Stéphane, tu le sais, on se connaît assez. Le libéral, il doit dire à un moment, s'il y a une situation de monopole de fait, on n'est pas dans les infrastructures. Donc n'importe qui. C'est qu'il y a du fric à faire. Donc s'il y a, oui, mais donc, si personne ne débarque, si personne ne débarque pour créer l'équivalent, c'est que c'est sans doute excellent. Mais pour autant, ce système Apple, qui est quand même quasiment le seul à avoir réussi ça dans un monde où on était en open source, surtout sur les 20 dernières années, tout est en architecture ouverte. Et c'était le seul à être resté fidèle à l'idée de Steve Jobs que les produits Apple devaient être avec les interfaces Apple dans un monde Apple merveilleux. Apple. Moi, j'ai une admiration sans fin pour cette entreprise.
Mais c'est vrai Mais que... tu trouves que les explications de Nicolas sont intéressantes? Non, parce qu'on est tous conscients que quand vous êtes un gros, vous pourrez discuter avec Apple, et quand vous n'êtes pas un gros, ça commence à ressembler un peu à la mainmise que la grande distribution a eu à un moment donné sur les petits producteurs. Non, Il a c'est vrai fallu que c'est s'en mêler. C'est Voilà. intéressant. Ouais, Mais même si... Attends, là, Non, mais je ça, répète, c'est la grande distrib, c'est quand même très vrai, bien. c'est Tu vrai. discutes avec, tiens, j'espère qu'il viendra nous voir d'ailleurs régulièrement, Augustin Paluel-Marmont. Tu lances une marque agroalimentaire aujourd'hui. Mais pour peu que ta marque, elle soit vraiment super bonne et vraiment différenciante, C'est un détail. la grande distribution va te donner un levier extraordinaire Non, mais que alors, jamais tu ne pourrais avoir. Ça vaut des marges je arrière, finis quoi. juste mon propos parce que nous avions eu il n'y a pas très longtemps ce débat là-dessus avec le fameux film Wall Street avec notre ami Michael Douglas. Greed is not good. Gagner de l'argent, développer, croître, c'est tout ce que j'aime dans la vie depuis que je suis tout petit. Je suis un libéral. La vraie question, Nicolas, c'est les 30%. Est-ce qu'il y a un moment donné où c'est pas juste trop? Vas-y, Nicolas. Il y a quand même après une autre question qui arrive, puisque en l'occurrence, quand on est Apple et qu'on est Spotify, on lance Apple Music. Donc on a 2 services. Évidemment. Et quand vous savez que les négociations avec les majors, qui sont très dures, se terminent avec des frais fixes, en réalité, vous avez un acteur qui perd un nombre de points, alors c'est plus 30 points, c'est moins, et Apple qui encaisse. Quand vous vous lancez dans la vidéo et que vous allez refaire des négociations avec d'autres majors et que vous allez avoir TV+, d'Apple, vous avez des distorsions de concurrence. Donc là, on revient dans la grande distribution avec ces marques de distributeurs qui viennent mettre un tout petit peu les règles. Moi, j'adore ce débat décathlon. entre libéraux Ouais. qui découvrent des évidences du marché. Voilà. Vas-y, Jean-Christophe. Vas-y. Effectivement, ce qui se passe sur Apple et sur les Apple Store, c'est effectivement ce qui s'est passé dans la grande distribution, où à un moment donné, les grandes boîtes agroalimentaires ont été obligées de fabriquer des produits parfois même de meilleure qualité que leur propre marque pour la grande distribution. De la même manière, vous découvrez quoi? Mais pas Vous dé- obligés, ils sont ravis de faire ça. Hein. Stéphane, Eux aussi marchent beaucoup je plus, vais- hein. Je vais jusqu'au bout. Non, attends, découvrez le Jean-Christophe, génie juste un mot. marketing. Juste un mot, savoir que les industriels sur les produits distributeurs margent eux aussi beaucoup plus parce que tout le marketing est réalisé par Très les bien. distributeurs. Parfait. Donc ils sont Parfait. ravis de faire ça. C'est une question de négociation. J'ai jamais dit qu'ils n'étaient pas ravis de faire ça. Deuxième point, vous découvrez le génie marketing de Apple. Vous découvrez la puissance d'une marque, cette valeur ajoutée immatérielle, intangible, qui fait que tu es prêt à payer un tout petit peu plus cher pour un produit qui techniquement, ok, il y a 2-3 astuces, qui techniquement est pas supérieur à un autre. C'est exactement la même valeur que tu ajoutes pour avoir un sac Hermès versus un sac d'artisan dans bon cordonnier qui va te faire avec les mêmes pots à peu près la même chose. Moi, ce que je trouve de passionnant dans ce sujet, cette thématique, c'est à quel point l'intermédiation est devenue la plaque centrale aujourd'hui de l'économie mondiale. La case que tu vas occuper entre le produit et le consommateur, c'est la case où va se créer la valeur à partir du moment où tu la loques. On le sait avec l'hôtellerie qui s'est retrouvée à genoux, littéralement à genoux, parce qu'elle était contrainte de passer de plus en plus par les bookings, les hotels.com, les marketplaces, etc., etc. La marketplace est aujourd'hui la case stratégique sur laquelle il faut être. C'est là où notre ami Tim Cook a parfaitement pigé en allant sur cette case-là et en y occupant. Et il lâchera petit à petit, au fur et à mesure des réglementations, comme ça s'est passé sur tous les marchés qui petit à petit se sont retrouvés régulés par la puissance publique, parce qu'effectivement, et c'est là où je vous rejoins complètement, au bout d'un moment, ça crée de telles distorsions de concurrence que la main publique intervient et dit non, ça c'est plus possible. Oui, puis il va lâcher. C'est parti. C'est-à-dire que maintenant. Ah oui, ça pourrait être parti, c'est parti. Il faut quand même un tout petit peu de contre-pouvoir. Donc c'est parti avec Spotify, c'est parti avec Epic, c'est parti avec la presse aussi. Les grands journaux commencent à toucher un peu plus d'Apple. Et ils vont lâcher progressivement pour pouvoir. C'est un jeu d'équilibre. Absolument. Mais en réalité, ils ont toujours la main, quoi. Mais alors, l'argument de la sécurité, Nicolas, c'est-à-dire, Les virus. Apple dit. Les virus, on en parlait la semaine dernière, et c'est vrai qu'il y a un élément fondateur. Le jour où, et je crois que c'était Tim Cook, Steve Jobs était déjà mort, ils ont refusé l'ouverture de l'iPhone d'un terroriste au service antiterroriste américain. Et donc, cette question de sécurité, cette question de l'app sur l'App Store, vous en êtes sûr?
elle est vérifiée, multivérifiée, elle fonctionne et elle est excellente. Vos données, elles restent chez nous, elles n'iront pas ailleurs, etc., etc. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez valoriser, ou en tout cas qui rassure le client et qui fait qu'il va davantage utiliser vos services? Ça justifie les quelques points en plus du système de paiement. C'est-à-dire qu'en fait, Mais ça ne monte pas à 30. Non, pour moi, c'est 4-5 points. C'est quand vous développez une app, vous avez un cahier des charges extrêmement précis, extrêmement rigoureux. Ensuite, vous soumettez l'app à Apple, qui va, avec ses équipes, la tester en long, en large, en travers. Vous la validez ou vous envoyez une liste de points rouges que vous devez redévelopper et resoumettre l'app. Donc, vous avez tout un processus extrêmement ordonné pour faire en sorte que quand vous téléchargez une app sur l'Apple Store, ça marche. Vous n'avez pas de téléchargement tout foireux, d'app qui ne fonctionnent pas, ou vous embarquez des virus, ou vous allez embarquer des pubs qui n'ont ni lieu d'exister. Voilà. Donc Apple vous garantit tout ça. Et c'est vrai que ça plaît au monde de la communauté d'Apple, parce qu'en tant que consommateur, vous avez le sentiment que vos données sont protégées, vous avez le sentiment de ne pas avoir de virus qui vont arriver, c'est une réalité sur votre téléphone portable, donc vous êtes prêt à payer un petit peu quelque chose pour avoir cet environnement. On peut discuter dans le Google Play, parce que ce n'est pas exactement le même, le même écosystème, pourtant c'est les mêmes prix. Ah, c'est 30% aussi Google oui, Play. c'est la même, c'est copie conforme, quoi. Donc on a là pas du tout le même suivi. On s'adresse à tous les terminaux Android. Alors, dedans, il y en a qui sont mieux disant, puis vous terminez parfois avec des Chinois. Voilà. Et tous les problèmes de phishing, les problèmes de... ça arrive dans le monde Android. Exactement. Voilà. Mais un truc tout con comme, à partir du moment où tu passes... Alors oui, j'entends ton argument qui est très bon, ça vaut pas 30%, mais à partir du moment où tu passes par soit Apple, soit Google d'ailleurs, tu peux interrompre le paiement en un clic. Ouais. Enfin, quand tu as laissé tes coordonnées de carte bancaire à un peu plus compliqué qu'un clic quand même. Ah non, c'est un clic. Ouais, alors ils l'ont paramètres, hop, c'est un clic. Mais ça fait partie du rapport de puissance, c'est-à-dire qu'au tout début, c'était 5 clics, il fallait vraiment le trouver. Ils se sont retrouvés imposés, il y a eu des plaintes de consommateurs, notamment aux États-Unis, au début un peu class action, et ils l'ont ramené directement dans votre partie générale. Là, c'est ça, paramètres, achat avec l'application. Et là, tu appuies sur le bouton. Mais non, mais une petite app. Mais non, mais c'est une petite app que tu veux tester sur des trucs. Enfin, j'en sais rien, moi. T'aimes jouer aux échecs, par exemple. Il y a énormément d'innovation de ce côté-là. Tu vas laisser ton numéro de carte bancaire au gars. Tu sais pas s'il va arrêter les prélèvements quand tu lui auras envoyé. Voilà. Avec Apple et avec Google, t'es sûr que les prélèvements vont s'arrêter. C'est exactement ça. Pour le consommateur, c'est un vrai plus. Mais ça vaut pas 30%. Mais quand vous êtes une app connue, ça ne gênera personne de laisser sa carte bancaire à Spotify. Ouais. Peut-être dans les applications d'Alchimix, d'Army Stories ou Cultivons-nous, c'est moins connu. Et là, vous aurez peut-être une forme de sécurité. Mais à ce moment-là, il faut avoir du trafic. Il faut quand même avoir un minimum d'exposition. C'est ça, il faut qu'en échange, ils te donnent, ils continuent à te donner... Et quand les têtes de gondole sont offertes, elles sont offertes à des prix absolument défiant toute concurrence. Donc en réalité, on ne peut pas se les payer. Et donc à ce moment-là, c'est le poisson qui se mord la queue, quoi. C'est intéressant. Bon, et on prolongera ce débat demain. Demain, on aura 3 profs d'éco quasiment. Donc, on va aller justement sur la théorie économique parce que je suis désolé. OK, on est peut-être les ravis de la crèche, là, nous les libéraux. Mais enfin, c'est pas, à la limite, le seul monopole que tu puisses constituer, c'est le monopole par infrastructure. Effectivement, tu ne vas pas construire un deuxième réseau télécom. Donc, il y a effectivement obligation de l'ouvrir, surtout quand il a été payé par la puissance publique. Là, qu'est-ce qui empêche des gars un peu puissants, et Dieu sait qu'il y en a dans l'ensemble de ces contenus, de créer leur magasin d'applications. Le génie de Steve Jobs, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, et ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est de participer à ce monopole d'Apple de manière tout à fait volontaire. Pour en être. La servitude volontaire. C'est de la servitude volontaire. Et c'est là le génie du marketing d'Apple. Il a mis du temps. C'est là où, par exemple, Samsung, qui vend plus de terminaux, n'a pas réussi à monter un store. C'était trop tard. C'est Google. Non, mais c'est toujours. Voilà, mais ils sont passés par Android et ils ont fait la promotion d'Android. Tu connais l'histoire de Steve Jobs. Steve Jobs s'est fait virer la première fois parce que son idée depuis le départ, c'était ça. C'était parce qu'il va créer une communauté. Une petite histoire, les amis, quand même, parce que c'est intéressant. Je crois que je vais le citer, oui, parce que maintenant il y a prescription. Quand Trump interdit l'utilisation de Chrome, de Google à Huawei. Il se trouve qu'à l'époque, le patron de Bouygues Télécom, je discute avec lui, et il me dit
il vient de leur servir sur le plateau la possibilité de créer leur iOS, de créer leur environnement, bref, d'être un nouvel Apple, alors que sinon, ils n'auraient jamais eu la force de le faire. Force est de constater qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Voilà, et que Huawei n'y arrive pas. Et que cette couche marketing, c'est ce qui constitue l'avantage compétitif de ces boîtes américaines. Et bon, nous, ça nous fait hurler pour le prix qu'ils nous le facturent, mais c'est une réalité. Oui, et de chaîner en quelque sorte les offres d'un premier computer jusqu'au téléphone, évidemment, jusqu'à un certain nombre d'autres terminaux, et aujourd'hui avec les services. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans le tunnel d'une certaine manière, tu n'en sors plus. Puisque tu vas... Mais parce que tu y es bien. Voilà, c'est ça. C'est bien éclairé, il y a l'air conditionné. Ce qui est très surprenant, et pour la petite histoire, oui, mais vite, parce qu'il y a un dernier sujet à voir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, là, j'avoue qu'on a sur les GAFAM, on va dire, des très très grandes entreprises avec des monopoles très puissants. Bon, mais on a toujours eu ça dans l'histoire économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été le train avec Carnegie. Après, on a eu, oui, mais là, c'est sur du monopole d'infrastructure. Le train, le pétrole, c'est pas pareil. Ouais, mais enfin, aux États-Unis, c'était quand même encore à cette époque-là très privé. On n'était pas dans un État surpuissant qui dynamisait tout. Évidemment, il y avait quelque part des subventions derrière. Mais alors, on peut y aller très loin. Là, aujourd'hui, la subvention du téléphone de Monsieur, Madame, tout le monde, elle passe par le keynésianisme français qui file des allocations à tout le monde pour que tu puisses acheter un téléphone. Bon, ce qui n'était pas le cas de notre génération. Juste pour dire, ce sont des mutations. Et en fait, moi, ça m'embête à un moment donné qu'on vienne dire à Apple arrête d'être bon. Parce que c'était juste là-dessus que je voulais finir. Arrête d'être trop bon, pardon. Alors, arrête d'être trop bon. Mutation, juste pour terminer, là, il nous reste quelques minutes. Je t'attendais justement pour parler de Deutsche Bank. Donc, coup de semonce de la Commission des opérations de bourse aux États-Unis, donc ça a une dizaine de jours, hein, qui enquête sur la sincérité des déclarations de la filiale gestion d'actifs de la Deutsche Bank. C'est 800 milliards d'euros d'actifs sous gestion. C'est le deuxième européen coté derrière Amundi. Donc, ils affirment que plus de la moitié de leurs encours intègrent des critères ESG. Et la SEC dit c'est pas vrai. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'ils tapent du poing sur la table, ils choisissent un Européen quand même pour le faire. Mais c'est un coup de semonce important pour toi. C'est la première fois là, hein, quand même. C'est justifier votre déclaratif sur l'ESG. On a déjà lu beaucoup de choses sur ça. Tous les organismes de régulation, y compris français, européens, etc., sont en train de prendre le sujet vraiment à bras le corps parce que c'est devenu un tel thème et un tel consensus, l'ISR et l'ESG, ces 3-4 dernières années. Oui, mais tes clients, ils veulent être... Est-ce qu'ils sont dans l'idée, j'achète ce qui se présente, je m'en fous, ou est-ce qu'ils sont dans l'idée, j'ai envie vraiment de savoir ce qu'il y a maintenant derrière ces 3 lettres? Ils ont envie de donner du sens à leurs investissements. Ouais. Voilà. Donc en fait, s'ils rentrent vraiment dans la bécane et s'ils soulèvent le capot des critères ESG, c'est-à-dire les vrais critères ESG, qui sont quand même des critères qui existent depuis plus de 100 ans. Oui, non, voilà. À l'époque, c'était l'armement, la prostitution et le tabac. Aux États-Unis, c'était réservé quand même. Bon. Évidemment, ils veulent donner du sens. Donc, c'est très, très simple, indirectement, d'aller sélectionner dans les entreprises aujourd'hui, les entreprises qui, donc, marketingement, en particulier en France, qui ont beaucoup travaillé sur le sens qu'on donne statutairement à son entreprise, c'est facile d'être classifié dans des critères ESG, sans un label ISR précis et fixe. Et c'est là-dessus, en fait, que la filiale de Deutsche Bank se fait un peu surveiller de très, très, très près. Parce que grosso modo, ils n'ont pas arrêté d'élargir au maximum et donc de faire des exceptions à l'exception de l'exception. Voilà. Et donc de créer un pourcentage, je dis une bêtise parce que je ne connais pas de dossier particulier sur l'infrastructure allemande des entreprises, mais ce n'est pas 100% qu'il faut être pour avoir le critère. Bon, c'est 80%. Mais si dans les 20% qui sont un peu entre les deux, il y a quand même 70% qui est bon, mais qui a encore 2-3 trucs à faire, il part du principe que ça va muter. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est tes clients, moi, on n'a pas on n'a pas même les moyens intellectuels, comme tu dis, de soulever le capot, d'aller tout regarder et de voir si en pratique les investissements correspondent à ce qui est annoncé. Si les gendarmes boursiers s'y mettent de manière sérieuse, ça va secouer un petit peu quand même. Aussi bien qu'avec les subprimes et Madoff, on est tranquille. Stéphane, ça demanderait un travail de dingue. Est-ce que tu connais la travail? D'accord, donc c'est Pierre et Leloup, quoi. Un fonds gestion qui fait de la transition climatique. On en connaît un très bien qui a lancé un fonds sur la transition climatique chez Mandarine. Le mec va voir les entreprises, il les vérifie évidemment comme d'habitude sur tout ce qui touche au background financier, évidemment les dirigeants, très important. Et ensuite, là comme il est très ISR et qu'on est sur une transition climatique, on est dans une des branches de l'ESG. Simple. Voilà, bon. Mais s'il veut le critère ISR, il faut quand même qu'il vérifie que même si l'entreprise, le fonds n'investit que dans les entreprises vertes hyper innovantes pour l'avenir de nos enfants, il faut qu'il surveille quand même la gouvernance, quoi.
Ouais. Donc attention à la parité, attention Ouais, d'accord. aux Non, non, mais on a motifs compris. sanitaires. C'est trop de boulot. La sec. Ouais, Ouais, voilà. En vrai, Stéphane. Donc en fait, il faut Ok. juste à un moment donné se dire, on donne du sens. Je pense que c'est bien quand même de surveiller cette filiale de Deutsche Bank. Parce que bon, Deutsche Bank, ils ont toujours été à la pointe des je vois que conneries. les pauvres. Pardonnez-moi le terme. Ah oui, mais excuse-moi, mais Deutsche Bank, ils se sont fait attraper à peu près sur les 5 ou 6 dernières fois qu'il fallait attraper Ah bah quelqu'un. il faut Donc, se ils les ont pas souvenir choisis que par hasard. faut se souvenir que c'est à eux que Goldman Sachs a revendu ses subprimes. On est bien d'accord. par exemple. Bon, ouais, donc c'est le plus grand détenteur, Exact. le plus grand détenteur de Exact. tête pourrie, Tu te c'était Deutsche souviens, Bank. tu te souviens. Et là, je repense à cette scène formidable du film Le Sucre. S'il y a un film à voir sur les marchés, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, film des années 70, hein. Ouais. Roger Hanin, Jean Carmet, Le Sucre. Et à un moment, c'est un petit sou, toujours un petit sou en plus. On n'arrive pas à s'arrêter pour aller chercher un petit sou. Et c'était vraiment ça Greed l'histoire. is good. Ouais. Jean-Christophe. Moi, je trouve que c'est un dossier assez intéressant. Justement, pour relier au débat que vous aviez, ce dossier est parti d'un lanceur d'alerte. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait neutre. Quand on parle... Bon, comme souvent. Oui, c'est bien. comme souvent, mais quand on parle difficulté de contrôle et que effectivement on s'aperçoit que ce dossier-là sort avec des lanceurs d'alerte, on peut avoir sur ces sujets-là de plus en plus de lanceurs d'alerte, et notamment des ONG qui commencent à rentrer et à s'intéresser véritablement à la façon dont ces produits sont vendus. Après, sur le sujet des investissements, critères ESG, etc., Donc tu dis c'est salutaire comme je dis que c'est mouvement. extrêmement salutaire, un peu comme notre discussion sur Apple juste avant. Deuxième sujet, ce que j'ai compris, parce que je n'étais pas un spécialiste et donc je suis allé un peu regarder tout ça. Bon, enfin, tu as bien travaillé avec la finance quand même. Ouais, oui, c'est vrai. J'ai compris aussi que ce sont des produits dont les frais de gestion sont assez élevés. Donc c'est plutôt du business rentable. Et je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant. Ça me fait penser, dans le domaine agroalimentaire, au bio. Au fond, l'ESG, c'est le bio de la finance. Voilà, c'était pour te faire sourire, Ouais, Stéphane. c'est pas mal. Non, mais c'est très. Jean-Christophe, c'est juste des frais de gestion, souvent sur des. Alors là, pour le coup, les fonds vraiment créés et tournés vers une des thématiques de l'ESG, évidemment, les frais sont plus élevés pour ce qu'on était en train de se dire. Oui, mais à Le un travail moment, de contrôle, de sélection, de pic. on parle. Je vais donner la parole à Nicolas, mais Les rapports sont pas les mêmes. oui, mais attends. Moi, ce que je veux Il y a dire. plus de boulot, on est bien Ah bah d'accord. non, mais attendez, les gars, un peu à un importante, moment, quoi. La gouvernance en particulier, c'est très important, la gouvernance sociale. Hein, On est tous saisis quand même par l'urgence à agir. c'est une évidence. Et on est ici autour de cette table à savoir que la finance est l'arme ultime pour que ça fonctionne. Donc, c'est quand même de notre intérêt commun, général, que les déclarations d'intention ne soient pas que des déclarations d'intention. C'est quoi, pas- voilà. ça devrait être d'une logique implacable, déjà, que la finance soit verte. Nicolas, Moi, je peux amener un témoignage de la bout de chaîne. Parce qu'en fait, en ayant introduit Alchimie en bourse l'an dernier, en tant qu'entreprise, on a du coup la demande des fonds sur les critères ESG. Donc en fait, il y a des organismes indépendants, tiers, donc en l'occurrence Cetifinance, qui vient chez nous et qui vient noter la partie gouvernance, la partie environnement, la qualité du business et la façon dont on gère les prestataires et ainsi de suite. Et qui a tout un paquet de critères. Il vous donne une note. Et puis après, ils reviennent tous les ans pour voir quelle est la tendance. Parce que de temps en temps, il vous dit il faut faire attention à ci ou attention à là. Et puis quel est le plan d'action que vous allez nous proposer pour que dans un an, quand on repasse, on progresse. Donc c'est quand même, pour des petites boîtes comme nous, parce qu'on n'est pas non plus avec une équipe ESG, c'est quand même un investissement, un travail important. Et en face, et ce n'est pas le cas de tous les fonds, mais pas mal de fonds reviennent avec soit se contentent de la note Etifinance, soit remettre eux également leurs propres critères. Donc à ce moment-là, on aurait presque besoin d'une interface où on ressaisit pour tout le monde les mêmes informations, parce que si on fait les dossiers multiples, et qui vont après eux en interne vous donner une note et vous dire on peut venir parce que vous avez le bon critère, ou on peut pas venir parce que vous êtes en dessous de la note. Et donc ils vont avoir leur propre baromètre. Puis après, il y a un paquet de fonds qui mais c'est super intéressant parce que toi, patron, évidemment conscient de tes responsabilités, ça te donne un cap. Clairement. Et t'es pas perdu au milieu de l'ensemble des injonctions parfois contradictoires. Exactement. Donc nous, on a pris entreprises. la grille d'Etifinance et puis on travaille avec cette grille-là et puis après on essaie de coller sur celle des fonds. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir clairement une feuille de route de ce qu'on communique. C'est vrai, c'est validé, c'est attesté, c'est audité. Alors après, la façon dont c'est vendu au consommateur final, j'en sais rien. Avec quel prix, j'en sais rien. Mais en tous les cas, quand ils arrivent dans la petite boîte qu'est la nôtre, c'est une certitude. Il y a bien une égalité, une diversité, l'environnement et ainsi de suite. C'est fini. On est au bout, les gars. Grand plaisir. On se retrouve bientôt. Et nous, on se retrouve demain sur Bismart.